En juillet 2007, une importante délégation rabbinique entreprit un voyage en Lituanie sur les traces des communautés juives décimées au cours de la Shoah. Ce voyage fut réalisé à l'initiative du grand rabbin de Paris, Rav David Messas. Il s'inscrivait dans le cadre du Centre d'études et de recherche des rabbins de Paris. Il fut aussi le fruit d'une intéressante collaboration entre le Consistoire de Paris et l'Agence juive. Le financement de ce voyage a pu être obtenu grâce au soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de la Clems Conférence. Ce voyage rabbinique en Lituanie réunit de nombreux rabbins, dont notamment le grand rabbin Michel Guggenheim, directeur du séminaire israélite de France et membre du tribunal rabbinique de Paris. Une année auparavant, le premier voyage rabbinique de la mémoire avait permis aux rabbins parisiens d'aller à la rencontre des vestiges du judaïsme polonais et de se rendre dans les camps d'extermination de Pologne. En 3 jours, nous avons pu voir les lieux essentiels de la mémoire des communautés juives de Lituanie. Aujourd'hui, le judaïsme lituanien ne se trouve plus en Lituanie. Cependant, marcher dans les rues de Vilna fut pour nous le moyen de donner une existence à des personnes et à des lieux qui jusqu'alors n'étaient pour nous que de simples connaissances livresques. Marcher dans les rues de Vilna, c'était tenter de ressentir ce que fut l'intensité extraordinaire de la vie juive en cette ville que l'on appelait avant-guerre la Jérusalem de l'Ita. Mais marcher dans les rues de Vilna, c'était aussi le moyen de prendre conscience, une fois de plus, de l'ampleur insoupçonnée des atrocités commises par les nazis et leurs collaborateurs lituaniens. Nos premiers pas nous menèrent dans la synagogue chorale. Elle est aujourd'hui le seul bâtiment religieux de la ville en fonction. Le rite suivi en cette synagogue est celui du Gaon Eliaou de Vilna. Une imposante plaque en granit grise apposée sur le mur d'entrée de la synagogue le rappelle. Ce bâtiment, à l'architecture mauresque magnifique, a été érigé en 1903. Tout ce qui à Paris représentait notre quotidien prenait en ce jour et en ce lieu une dimension toute particulière. La mise des téphilines, la récitation des psaumes, la sortie et la lecture de la Torah devenaient des événements uniques, puisqu'ils redonnaient une vie spirituelle à un bâtiment dans lequel la plupart du temps ne résonnait que l'écho du silence. C'est avec beaucoup d'émotion que nous entendîmes la lecture de la Torah par le Rav Guggenheim, le Rav Mergui et le Rav Nakash.
Le passage du jour relatait l'action de Pinchas, à l'origine du sauvetage du peuple juif. אתם מתגנים והכיתם אותם, כי צוררים מהם, לכם בנכם, אשר נקראו לכם על דבר פעור, ועל דבר כוס ביבת נישים, אנחנו המוכה ביום המגפה על דבר פעור. Les maîtres enseignent que le prophète Eliaou et Pinchas ne forment qu'une seule et même personne. Nous ne pûmes alors nous empêcher de faire le lien entre ces deux grands personnages de l'histoire de notre peuple et le Gaon Eliaou de Vilna, qui porte le même prénom qu'eux, qui vécut en cette ville au XVIIIe siècle et qui fut un personnage de première importance du judaïsme rabbinique de tous les temps. Nous débutâmes notre séminaire par la visite du musée juif de Vilna. Il s'agit d'un musée d'État qui fonctionna de 1945 à 1949. Il fut fermé pendant la période soviétique et réouvrit ses portes lors de l'indépendance de la Lituanie en 1993. Tous les autres musées juifs d'Europe de l'Est sont des musées privés. On estime aujourd'hui à 5000 le nombre de juifs résidant en Lituanie. Avant-guerre, leur nombre était de 240 000. D'emblée, ce musée nous plonge dans l'histoire de la Shoah. Il montre que seuls 10% des juifs de Lituanie ont survécu à la Shoah. La carte des lieux de massacre en masse en Lituanie est pratiquement la même que la carte d'implantation géographique des Juifs en Lituanie avant-guerre. On compte plus de 200 lieux de ce type. Tous ces massacres furent opérés par balles. Rappelons qu'Hitler charge Himmler au mois de mars 1941 de préparer avec Jodl de l'état-major de l'armée allemande la création de groupes dits d'intervention. Leur effectif était de 3000 hommes. 4 groupes sont constitués. L'Einsatzgruppe A, dirigé par Stahlecker. L'Einsatzgruppe B, dirigé par Nebe. L'Einsatzgruppe C, dirigé par Rasch. Enfin, l'Einsatzgruppe D, dirigé par Ollendorf. Ils devaient intervenir dans des zones géographiques distinctes. Ils avaient l'ordre de suivre l'avancée des troupes allemandes lors de l'opération Barbarossa, qui devait voir les armées allemandes attaquer l'Union soviétique, rompant l'accord de non-agression mutuelle conclu avant le début des hostilités. Ils devaient massacrer les communistes, les tziganes, les homosexuels et tous les juifs. Raoul Hilberg relate avec précision les abominations qu'ils perpétrèrent dans son ouvrage de référence sur la Shoah intitulé « La destruction des Juifs d'Europe ». Par ailleurs, Michael Prazan réalise en 2009 un documentaire extrêmement poignant sur les meurtres opérés par les Einsatzgruppen. Ces massacres vinrent très rapidement à bout de la vie juive des shtetl. Les gouvernants d'Europe de l'Est ont, des siècles durant, appelé les populations juives à venir peupler et développer des espaces agricoles inhabités. L'aspect de ces villages, de leurs habitants, les intonations du yiddish et le rythme de la vie quotidienne révélaient leur spécificité juive. Nous nous sommes rendus dans plusieurs de ces petites villes, qui souvent ont été considérées comme des villes juives. Nous nous sommes également rendus dans de nombreux lieux où se produisirent des massacres en masse, sur les lieux où des centaines de milliers de juifs des shtetl furent assassinés. Nous y avons prié pour le repos des âmes de ceux qui succombèrent sous les balles des nazis et de leurs collaborateurs.
Karl Jageris en lituanien, responsable nazi de l'extermination des Juifs en Lituanie, dresse un rapport détaillé de ces macabres agissements. Il note de façon précise les lieux et les dates des massacres, en précisant le nombre de Juifs tués et leur répartition par sexe et par âge. Ainsi, par exemple, il note que le 23 juillet 1941, 7523 Juifs furent massacrés à Poniewierz. Le musée juif de Vilna rappelle aussi que dès leur arrivée à Vilnius, les Allemands créèrent 2 ghettos, un grand et un petit. Le petit ghetto ne fonctionna que quelques mois, le second plus de 2 ans. Le nombre de Juifs qui le peuplaient diminuait sans cesse du fait des actions meurtrières menées contre eux, emportant chaque fois un nombre important de Juifs. Nous avons pu voir sur le mur du musée de nombreux clichés pris au cours de la guerre dans le ghetto. Le massacre des Juifs de Vilna fut réalisé en un lieu de sinistre mémoire, Ponar. Avant-guerre, Ponar était un lieu de villégiature pour les Juifs de Vilna. Ils y passaient leurs vacances. C'était le site qu'affectionnait particulièrement tout leur mouvement de jeunesse. Mais Ponar était également un lieu où les Lituaniens avaient pendant l'entre-deux-guerres construit des réservoirs à essence pour tanks. D'immenses puits bétonnés profonds d'une vingtaine de mètres virent le jour. Jamais ces installations ne furent achevées du fait de la guerre et de la débâcle des armées lituaniennes. L'esprit malade des assassins allemands vit en Ponar un lieu qui leur permettrait de réaliser leur forfait de la façon la plus aisée. Ce lieu avait un avantage certain à leurs yeux. Se trouvant en pleine forêt, il était à l'abri des regards. Les Allemands constatèrent également que la voie ferrée passait à quelques mètres de distance des puits inachevés, et qu'ils pourraient ainsi transporter facilement les Juifs de Vilna en direction de Ponar, en leur faisant croire qu'ils avaient l'intention de les réinstaller dans cette région pour qu'ils y travaillent dans des camps aménagés à cet effet. Le stratagème fonctionna parfaitement. Les Juifs partirent en train de marchandises, ou même de voyageurs en direction de Ponar, persuadés qu'ils s'y rendaient pour travailler. Ce sont des mitrailleuses qui les attendaient à la descente du train. Les Juifs étaient assassinés, habillés ou dénudés, et leurs corps étaient immédiatement jetés dans les fosses à pétrole désaffectées. On estime à 100 000 le nombre de personnes ainsi massacrées. Plus de 80 000 d'entre elles étaient juives, les autres étaient des communistes, des malades ou des réfractaires au régime nazi. Nous sommes arrêtés devant ces fosses, où furent ensevelis parfois même vivants nos frères juifs. Nous avons pleuré et prié. En 1943, après la victoire des Russes à Stalingrad, les Allemands décidèrent de faire exhumer toutes les victimes de Ponar et de les incinérer. Ils voulaient effacer toute trace de leur terrible forfait. 80 Juifs furent sélectionnés pour cette terrible tâche. Ils furent parqués dans l'une des fosses. Ils brûlaient les corps en superposant rangées de bois et rangées de cadavres. Ils furent en activité jusqu'à la fin de la guerre. Lorsque les Russes arrivent à Ponar, ils découvrent des bûchers sur le point d'être enflammés. Les 80 ouvriers de la mort tentèrent de s'évader en creusant avec leurs mains un tunnel d'une trentaine de mètres qui débouchait en dehors du camp. Cependant, les Allemands avaient miné les alentours du camp. Seules 11 personnes survécurent à la guerre. Les mémoriaux érigés par les Soviétiques ne parlent que de la barbarie nazie et de victimes soviétiques. En revanche, les mémoriaux érigés par la Lituanie après l'obtention de son indépendance évoquent la judaïté des victimes et la complicité
de ceux qui collaborèrent avec les nazis dans la réalisation de cette abomination. Le président lituanien demanda pardon aux Juifs de Lituanie lors de l'inauguration du nouveau mémorial de Ponar. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la résistance juive au nazisme fut importante à Vilnius et Kovno. Isaac Vengeris et Abba Kovner, membres de la Shomer HaTzaïr et du Bétar, furent de célèbres résistants. C'est à Vilnius aussi que fut composé le célèbre chant des partisans « Ne dis jamais que tu vas à ton dernier chemin » qui accompagna la lutte armée pour la liberté. Rappelons que l'implantation des Juifs en Lituanie est ancienne et globalement heureuse. Les Juifs bénéficièrent en 1388 d'un décret du roi de Lituanie leur octroyant un droit de résidence, de commerce et de création d'institutions religieuses. La Lituanie juive a connu de grandes figures dans des domaines divers. Dans le domaine rabbinique, rappelons la figure centrale de celui que l'on appelle le Gaon de Vilna, 1720-1797, qui a produit une œuvre scripturaire de première importance, et qui fut en son temps la figure de proue du judaïsme lituanien. Citons aussi Rabbi Yitzhak Elchanan Spektor, Rav Chaim Ozer Gorodetsky, Rav Avram Yeshayahu Karelitz, appelé le Chazonish, originaire de Vilna. Ce dernier émigra en Terre Sainte avant la Seconde Guerre mondiale et devint rapidement le maître à penser des yeshivot de Bnei Brak en Israël. Le mouvement des Lumières juives, la Haskalah, a parmi ses grands maîtres de nombreux intellectuels originaires de Vilna, tels que Isaac Mejeris, Yehuda Leib Gordon, Yosef Shmuel Mapou, Shmuel Yosef Fin, auteur d'une histoire des Juifs de Lituanie, Kiria Nehemana, la cité fidèle. De grandes figures du sionisme politique sont également originaires de Vilna. Zalman Shazar, fondateur du Mizrahi, mais aussi d'autres fondateurs de mouvements radicalement différents, tels que le Bund. Les artistes ne sont pas en reste. De nombreux artistes juifs sont originaires de cette ville. Citons entre autres Soutine, Lifshitz, Zamenhof et Kulbach. Les Juifs de Vilna constituaient une communauté extrêmement vivante et agissante. Ils avaient une particularité reconnue de tous. Ils plaçaient l'étude, tant juive que générale, au sommet de leurs préoccupations. Nous évoquâmes également le souvenir de la grande synagogue de Vilna, qui se trouvait à quelques pas de la demeure du Gaon. Celle-ci fut fondée en 1573. Comme de nombreuses synagogues construites à cette époque, elle fut construite en bois. Elle brûla à plusieurs reprises. En 1633, les Juifs de Vilna décidèrent de construire un édifice en pierre. Ils voulaient que leur synagogue soit plus majestueuse et plus belle que l'église qui se trouvait non loin de là. Ne pouvant construire un bâtiment d'une hauteur supérieure à celle de l'église de la ville, ils décidèrent de creuser dans le sol afin d'obtenir une hauteur sous plafond supérieure à celle du bâtiment religieux qu'ils voulaient surpasser. La synagogue avait des mesures gigantesques. Elle pouvait accueillir près de 4000 places assises. Elle fut partiellement détruite du fait de bombardements au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle sera complètement rasée par les soviétiques, qui décidèrent d'aménager un boulevard sur le lieu où elle se tenait majestueusement. גורלם של היהודים.
אנחנו בעצם סיימנו, זה הפוסטרים, אנחנו נדבר על זה במקום בגטו עצמו. אז אנחנו סיימנו את הסיור, אולי מישהו יכתוב פה כמה מילים, כי מעריך מאוד ציור. Après avoir visité le musée juif de Vilna, nous nous sommes rendus dans le nouveau cimetière de Saltonishkiu, le troisième cimetière juif de la ville. Celui-ci fut fondé en 1939. Son ouverture était due au fait que les anciens cimetières de la ville, le premier à Shnipichok, fondé en 1487, puis le second, celui de la rue Zarecha, fondé en 1831, ne pouvaient plus accueillir de nouvelles tombes. En 1951, les soviétiques rasèrent le cimetière le plus ancien. Ils désiraient ériger un ensemble immobilier et un complexe sportif pour les habitants de Vilna. Nous allâmes nous recueillir sur la stèle érigée sur cette place à la mémoire de ce cimetière. Ici ont été enterrés Gdolei Yisrael. Voilà, je ne traduis pas. Zwischensee, der Vilner Gaon, Eliyahu Bar Shlomo Kremer. Donc c'est voilà, der Gertzedek, voilà, Graf Valentin Potocki. Kremer, c'est en yiddish, ça veut dire un commerçant, en fait un mercier. Mais Akrom en yiddish, c'est un magasin. C'est quoi, le Gaon, il était mercier? Non, non, mais c'est le nom de la famille. סבא רבא שלו היה חנווני, היה לו חנות. Par ailleurs, les soviétiques ne firent preuve d'aucun respect pour les pierres tombales. Ils les utilisèrent comme matériaux de construction, et plus particulièrement pour en faire des marches d'escalier. Un philanthrope en a récupéré plusieurs et les a réunis en un monument très émouvant. Ils autorisèrent la Chevra Kadisha de la ville à transférer le corps de 7 personnes dans le nouveau cimetière. C'est ainsi que la dépouille du Gaon de Vilna fut exhumée et réinhumée dans le cimetière le plus récent. Un mausolée fut construit et des stèles funéraires furent incrustées dans le mur du fond de ce dernier, au-dessus des tombes correspondantes. Nous nous recueillîmes dans ce cimetière auprès des tombes des grands noms de la littérature rabbinique réinhumés dans le nouveau cimetière. Puis, nous nous recueillîmes sur la tombe de Raphaël Ozer Grodzinski, 1863-1940,
Formé dans la célèbre yeshiva de Volojine, il intègre à 22 ans le comité rabbinique qui avait la charge du rabbinat de Vilna. Il crée l'Agudat Israël, le Vadaï Yeshivot, ainsi qu'un vaste réseau d'écoles juives. Il est l'auteur des Responsa Achiezer. Puis, notre attention fut attirée par la tombe de Rav Yitzhak Dobinovitch, Rav de Poniovitch en Lituanie. Le nom de Poniovitch a pour nous une résonance toute particulière. Il s'agit du nom de l'une des plus prestigieuses écoles talmudiques créées en Israël dans l'immédiate après-guerre par des rabbins originaires de Lituanie. Nous nous arrêtâmes un instant devant l'immeuble où se trouvait la plus renommée des imprimeries juives au monde à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de l'imprimerie de la veuve et des frères Rome à Vilna. L'édition Rome du Talmud de Babylone des années 1889 fut une référence dans l'imprimerie hébraïque. Cette édition devint un modèle pour toutes celles qui suivirent. Il s'agit de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui le Chasse Vilna. Puis, nous marchâmes à travers les rues de la Vilna juive. Nous nous arrêtâmes devant la maison qui abrita la demeure du Gaon de Vilna. Une plaque a été apposée sur un mur extérieur de la maison. La Lituanie moderne voit dans le Gaon de Vilna un personnage important de sa propre histoire. Elle a érigé sur la place en face de la maison du Gaon un monument rappelant sa mémoire. Puis, nous nous rendîmes dans la ville de Kaunas. Elle comptait 46 000 juifs avant-guerre. Jusqu'en 1919, les juifs n'ont pas le droit de vivre dans la ville elle-même. Ils sont contraints d'habiter une banlieue de la ville, Williampol Slobodka. À partir de 1919, les juifs aisés s'installent dans le centre-ville, les pauvres restant dans ce que l'on appellera plus tard simplement Slobodka. En août 1941, les Allemands créent un ghetto à Slobodka. Ils y parquent tous les juifs de Kaunas et des alentours. On comptera rapidement dans ce ghetto plus de 30 000 juifs. De nombreux massacres successifs réduiront rapidement le nombre des résidents du ghetto. Ceux-ci toucheront d'abord les élèves de la célèbre yeshiva de Slobodka. Cette yeshiva fut fondée en 1865. Elle ne comptait à ses débuts que quelques élèves. À son apogée, 300 élèves y étudient régulièrement. À cette époque, elle est dirigée par Rav Tzvi Finkel, lui-même élève de Rabbi Israël Salanter, et prend le nom de Knesset Israël au nom du Rav Israël Salanter. La yeshiva était en bois. Il n'en reste rien aujourd'hui. Elle a été complètement détruite pendant la guerre. En revanche, la maison du Rosh Yeshiva, du directeur de la yeshiva, est restée intacte. Au cours de l'entre-deux-guerres, un bâtiment moderne est construit. Il existe toujours. Vers la fin du mois d'octobre 1941, les Allemands réunissent la totalité des Juifs sur ce que l'on appelait alors la place des démocrates. Il fait très froid. C'est le premier jour de neige de l'année. Les Juifs se tiennent debout, depuis l'aurore jusqu'à la tombée de la nuit. À la fin de cette journée, alors qu'ils sont tous exténués, l'Allemand Helmut Reka, de sinistre mémoire, procède à une macabre sélection. Avec sa cravache, il indique aux 30 000 personnes qui se présentent devant lui une à une si elles doivent aller à sa droite ou à sa gauche. Les unes étaient condamnées à mourir le jour même. Les autres étaient en sursis jusqu'à la prochaine sélection. 9 090 juifs furent sélectionnés. Pour la plupart des personnes âgées, des femmes et des enfants. On compta 4 273 enfants. Ils durent se rendre à pied au Fort-Neuf, où ils furent immédiatement abattus. Ce massacre nous permet d'évoquer ce qu'était le Fort-Neuf. En 1877, les Russes construisent autour de Kaunas un ensemble de blocos reliés entre eux par un réseau de tunnels souterrains. En 1913 est achevée la construction du 9e fort qui finit l'encerclement de la ville de Kaunas. Il sera en service au cours de la Première Guerre mondiale. Il sera ensuite transformé en prison pour prisonniers politiques. Il est occupé par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Fort-Neuf devient alors un lieu de mise à mort. Les gens qui y arrivent y sont immédiatement assassinés.
Les cellules du Fort Neuf sont aujourd'hui le lieu d'une exposition bouleversante. Nous avons pu y voir les clichés pris par Hersch Kadushin, photographe professionnel qui disposait de pellicules et qui prit dans le plus grand secret des photographies de la vie juive dans le ghetto. Il cacha les pellicules dans un puits du ghetto. Il survécut à la guerre et les retrouvera presque miraculeusement après la guerre. Il faut mentionner que le soir du 25 décembre 1943 a lieu une évasion d'envergure. 64 personnes arrivent à quitter le fort en empruntant le réseau de tunnels. Nous évoquâmes également la personnalité du docteur Elkeas, chef du Judenrat, qui malgré son statut fit de son mieux pour protéger les juifs du ghetto. Il faut noter que se tiennent dans le ghetto de nombreuses activités culturelles. Les Hofmeckler créent un groupe klezmer qui connaît un véritable succès populaire. Il faut aussi signaler la personnalité du Rav Ephraim Oshri, qui rédigea de nombreux responsa halakhiques pour permettre à ceux qui respectaient la halakha, la loi juive, de trouver les moyens de survivre pendant cette période tourmentée sans transgresser les prescriptions de la Torah. En mai 1944, ce que l'on appelle le convoi 73 arrive au Fort Neuf en provenance de Drancy via la gare de Pantin. Plus de 900 juifs français font ainsi leur entrée au Fort Neuf. Ils sont maintenus en vie pendant quelques jours dans les cellules de ce camp. On aperçoit aujourd'hui encore les inscriptions qu'ils gravèrent sur les murs. En sortant du Fort Neuf, nous allâmes nous recueillir auprès des très beaux bas-reliefs scellés dans le mur d'enceinte du camp, offerts par Regina Resnilblatt et Serge Klarsfeld, rappelant le calvaire des personnes assassinées en ce terrible lieu. Rappelons que 20 000 juifs de Pologne immigrent en Lituanie pendant la guerre. Parmi eux, il y a de nombreux élèves de la célèbre yeshiva de Mir. L'un d'entre eux était d'origine hollandaise. Il rencontre à Kaunas un député hollandais qui lui apprend qu'il existe en Afrique du Sud un pays qui accueille les étrangers sans visa. Très vite, cet étudiant prend conscience qu'il ne sera possible de gagner l'Afrique du Sud qu'en passant par la Russie et le Japon. Un diplomate russe lui dit qu'il est prêt à lui fournir un visa s'il a un visa d'entrée au Japon. C'est ainsi qu'il se rend au domicile du consul du Japon en Lituanie, Sempo Shugihara, pour lui demander un visa pour son pays. Il le lui accorde. Quelques instants plus tard, un autre jeune frappe à la porte de ce consul et lui adresse la même requête et obtient la même réponse favorable. Très vite, une importante file d'attente se forme à la porte du consul, qui, conscient du danger que couraient ceux qui s'adressaient à lui, n'hésita pas à faire de son mieux en leur faveur. Les documents permettant de faire les visas viennent à manquer. Le consul s'adresse à son ministère afin d'en recevoir de nouveau. Il reçoit une réponse négative, ainsi que l'interdiction de poursuivre la délivrance de visas, sa révocation par le gouvernement japonais et son ordre de rapatriement immédiat au Japon. Il n'a alors que 20 jours avant son départ. Il décida de faire des visas à la main. Il en fera sans relâche pendant les derniers jours qu'il passe à Vilnius. On dit même qu'il en rédigea sur le quai alors qu'il attendait le train qui devait le mener dans son pays, et qu'il en rédigeait encore dans le train, les lançant ensuite par la fenêtre de ce dernier. Il put ainsi réaliser près de 6000 visas. À son arrivée au Japon, il est considéré comme un traître. Aujourd'hui, le Japon l'a réhabilité. Il a reçu le titre de Juste des Nations par le mémorial de Yad Vashem de Jérusalem. Puis, nous allâmes visiter la synagogue de Kaunas. Elle fut construite en 1872. Elle doit sa survie au fait que les Allemands s'en servirent comme dépôt de chaussures et de bottes pendant le conflit mondial.
Ce très bref voyage laisse en nous des marques éternelles. Il nous a permis de prendre conscience une nouvelle fois des atrocités auxquelles les nazis se livrèrent. Ce voyage est une invitation à la réflexion, une porte ouverte à une recherche qui doit être poursuivie. Il laisse en nous des marques éternelles. Nefshi